Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Merci au comité organisationnel de l'ASFAR de m'avoir invité donc à une session qui s'intitule ALR de la tête aux pieds et qui concerne les blocs de la face. Donc les blocs de la face, c'est quelque chose qui fait partie de mon domaine de compétences entre guillemets, puisque moi je fais beaucoup d'anesthésie en ophtalmologie et on a l'occasion pour dans ce domaine de pouvoir effectuer des blocs de la face. Et moi je viens du nord de la France, plus précisément près de Lille. Voilà. J'ai des conflits d'intérêts avec General Electric et Gamida. En introduction, donc les blocs de la face, on peut considérer que c'est quasiment une niche, puisque ça a représenté dans une enquête ADARPEF réalisée il y a quelques années 6% à peine des blocs réalisés en anesthésie loco-régionale. Néanmoins, aujourd'hui, avec l'échographie, il y a quand même des choses qui se sont développées. Ça intéresse les gens qui écrivent beaucoup dans les blocs de face parce qu'il y a pas mal de publications qui ont déjà été réalisées, dont une dernière qui a été mise en actualisation par Paul Zetlaoui en 2023 sur l'EMC. Donc c'est des blocs qui sont globalement sous-utilisés parce que bon, il y a une anatomie qui est complexe. Ça représente un petit peu, et dans le topo, c'est ce que je regrette un petit peu, un effet un peu catalogue de petits blocs. Il y a pas mal de vaisseaux au niveau de l'innervation de la face et du scalp. Au niveau des dermatomes, c'est un petit peu compliqué de bien préciser les choses et on va essayer de clarifier ça ensemble. Donc ça implique de multiples ponctions. Donc qui dit multiples ponctions dit potentiellement de multiples hématomes. Et implique également un effet volume et concentration sur lequel il faut bien jouer, notamment en pédiatrie, pour lequel ce bloc est largement utilisé. Et aussi, parfois, il faut convertir le public chirurgical. Moi, je faisais pas mal d'ORL à un moment. Et effectivement, je le voyais faire ses petites infiltrations. Bon, on essayait de discuter, mais la discussion n'était pas forcément évidente. Les champs de compétences de ce type de bloc, bah, ça peut être aux urgences, hein, tout simplement aux urgences chirurgicales, toutes ces plaies de visage, de face, de joue ou de scalp chez des adultes et des enfants, chez des patients qui ont des profils non à jeun. Ça peut éventuellement être très, très utile pour réaliser des interventions un peu plus chez des patients comme ça. En neurochirurgie, on voit quand même qu'il y a un certain développement de ces techniques. Alors je ne travaille pas dans un bloc neurochirurgical. Néanmoins, on sait que la tétière à pointe, c'est quand même un modèle expérimental de douleur et ça peut éventuellement avoir son intérêt. Mon domaine de compétences qui représente plutôt l'ophtalmologie. Donc en ophtalmologie, il existe tout un champ des possibles sur ces petits blocs. En chirurgie de maxillofaciale ou en dentisterie, on a aussi des patients qui sont largement candidats. Par exemple, le patient qui vient pour des extractions dentaires multiples avant chirurgie cardiaque. Bon, quelquefois, ces patients-là pourraient bénéficier de ce type de technique plutôt que d'être fait sous anesthésie générale. En douleur chronique, alors c'est aussi un champ de compétences auquel je m'intéresse aujourd'hui. Il y a des patients qui bénéficient parfois de techniques d'infiltration ou quelquefois de neuromodulation de ces nerfs pour des situations cliniques particulières, notamment des neuropathies ou des névralgies. Et aussi en cancérologie cutanée, tout ce qui est dermatocancéro peut éventuellement être un bon candidat pour ce type de bloc. Un rappel anatomique que j'ai essayé de faire le plus concis et le plus succinct. Donc l'innervation de la face, elle est assurée essentiellement par le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau va donner 3 branches. Le nerf ophtalmique 5-1 qui va passer dans la fissure orbitaire supérieure et qui va donner 4 nerfs. 4 nerfs qui sont les nerfs frontal, lacrymal, nasal et nasociliaire. Ces différents nerfs vont ensuite donner le nerf supraorbitaire au niveau de sa terminaison cutanée. Et nous avons également le nerf supratrochléaire qui est le petit pendant interne du nerf supraorbitaire. On a le nerf maxillaire supérieur, le 5-2, qui sort lui au niveau du foramen rond, qui va donner plusieurs branches, la branche zygomatico-temporale et faciale, la branche sphénopalatine, le nerf infraorbitaire et le nerf alvéolaire supérieur. Et on a le nerf mandibulaire, le 5-3, qui va donner un tronc antérieur qui sera plutôt moteur et un tronc postérieur qui va donner le nerf auriculotemporal, le nerf alvéolaire inférieur, le nerf lingual, le nerf mentonnier et le nerf buccal. Effectivement, je rappelle bien que dans les dermatomes, il y a forcément des chevauchements
et c'est pour ça que cela implique de multiples ponctions. Donc au niveau des dermatomes, au niveau de la face, on peut schématiser le visage en 3 parties. La partie supérieure au niveau du front, de la paupière supérieure jusqu'à l'aile du nez, qui est représentée par le territoire du 5-1. Le territoire du 5-2, qui lui va concerner plutôt la joue et l'arcade zygomatique jusqu'à la lèvre supérieure. Et le territoire du 5-3, qui va lui englober l'angle mandibulaire jusqu'au menton et la lèvre inférieure. Vient s'intercaler l'oreille, qui a une innervation particulièrement complexe sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, et le plexus cervical, qui lui va donner des branches nerveuses, notamment pour la face postérieure du scalp, avec les nerfs grand-occipitaux et grand-auriculaires. On voit sur le schéma de droite les différents trajets du nerf 5.1, 5.2 et 5.3. Un rappel sur le plexus cervical, je n'ai pas abordé aujourd'hui les chirurgies et les blocs du cou. Je me suis vraiment cantonné à la face, vu le temps qui est imparti, qui était plutôt bref. Et on verra que le plexus cervical va donner des branches, notamment issues de C2 et de C3, qui vont donner les nerfs supraclaviculaires, les nerfs grand-occipital, le nerf grand-auriculaire, le nerf transverse du cou et le nerf petit occipital. Il y a aussi au niveau de l'oreille le nerf facial qui va donner une innervation mais qui est inconstante. Le nerf facial, lui, a pour fonction d'innerver la région motrice de la face. Donc les branches terminales que j'avais entourées tout à l'heure sur mon petit schéma concernant les branches terminales du nerf 5.1, 5.2 et 5.3 vont donner 3 orifices de sortie, l'orifice supraorbitaire, l'orifice infraorbitaire et l'orifice mentonnier. Ces 3 orifices sont représentés sur une ligne verticale qui sera parallèle environ au nez et on peut donc se les palper sur nous et ça permet de vraiment repérer les échancrures. Ces échancrures, on les repère aujourd'hui très bien sous échographie et je vais vous montrer comment on peut éventuellement faire. Pour pouvoir repérer ces échancrures, on se repose sur un concept qui est le concept de la rupture de la table osseuse. L'idée, c'est d'aller injecter l'anesthésique locale à proximité de chaque foramen. Il ne faut pas rentrer dans le foramen parce qu'il y a des structures nerveuses, il y a des structures vasculaires. On peut rentrer directement dans la boîte crânienne, entre guillemets. Et surtout, ce sont des petits nerfs, donc il faut mettre des faibles volumes. Ça ne sert à rien d'aller mettre à partir de 4 ou 5 ml par nerf. En général, 1 ou 2 ml suffisent. Pour bien les explorer, on utilisera une sonde linéaire à haute fréquence avec une profondeur maximale de 2 cm. Et tous ces petits nerfs, si on a du mal parfois à les repérer parce qu'ils sont fins, et ça peut être aussi lié à la performance de nos appareils qui est parfois limitée, ils sont souvent satellites de vaisseaux. Donc on va faire maintenant une revue de tous les blocs qu'on peut utiliser dans la face. Donc le bloc du nerf supraorbitaire, donc lui est la terminale du nerf ophtalmique 5.1. Il va donc nous permettre de faire une anesthésie de tous les mi-fronts jusqu'à la paupière supérieure. L'échancrure est située à l'aplomb de la pupille sur une ligne verticale, quelques centimètres au-dessus. On peut l'utiliser dans la chirurgie du scalp, en neurochirurgie, dans les craniotomies et aussi dans les chirurgies de paupières ou dans les chirurgies de lésions cutanées. Il est souvent incomplet puisqu'il ne va pas aller innerver l'arcade zygomatique qui lui sera le domaine du nerf zygomatico-facial et zygomatico-temporal. Donc parfois, si on veut compléter un petit bloc, on va devoir faire une barrette, entre guillemets, qui sera réalisée en direction de l'oreille et dans le prolongement de l'orbite. Donc on voit ici, en sonoanatomie, le nerf supraorbitaire avec l'échancrure et une méthode de ponction ainsi que les petits vaisseaux qui l'entourent. En bas à gauche, on voit le positionnement de la sonde avec l'aiguille qui vient ponctionner. On va aussi ponctionner souvent dans ce type de bloc dans le sourcil, donc il faut être très prudent sur la désinfection. Le nerf infraorbitaire, lui, va nous permettre l'anesthésie de la lèvre supérieure, la face latérale de l'aile du nez et la paupière inférieure. C'est pareil, il est situé juste en dessous de la paupière, verticalement, juste en dessous de l'œil, verticalement, sur une ligne verticale. Les indications, donc ça sera pour les fentes labiales, les plaies de lèvres supérieures, tout ce qui est chirurgie du nez potentiellement, pourquoi pas en neurochirurgie dans les chirurgies de l'hypophyse, les lésions cutanées, la chirurgie de paupière inférieure. Pareil, il faut parfois recourir à des petites barrettes d'anesthésie locale horizontale à l'angle externe de l'œil pour avoir les branches zygomatiques. On voit ici la sonoanatomie
avec donc cette petite échancrure et l'artère qui est en général pulsatile juste à côté. Donc on met la sonde, il y a deux possibilités, soit verticalement, soit horizontalement. Ensuite, on a le bloc du nerf mentonnier, le terminal du 5-3. Donc lui, il va nous permettre l'anesthésie de l'hyménèvre et du menton. Il permet la chirurgie de la lèvre inférieure, la chirurgie cutanée, pourquoi pas, au niveau en regard des incisives, et tous les téguments qui couvrent le menton. Parfois, chez des gens qui sont venus en urgence, ça peut être difficile de piquer chez une zone qui est délabrée, bien évidemment. Toujours mettre des petits volumes et ne pas entrer dans le foramen. On voit ici la rupture de la table osseuse, entourée en jaune, avec donc l'injection de l'anesthésiant. Par rapport au foramen, je n'ai pas vraiment précisé. Ça ne sert à rien d'aller chercher tout près l'injection pour avoir quelque chose d'efficace. Le fait de se mettre parallèle au foramen et juste en regard de l'os peut permettre parfois d'avoir une efficacité. Une application qu'on peut voir en ophtalmologie de ce type de bloc, c'est quand on fait des dacryocystorhinostomies sous anesthésie loco-régionale. Ce sont des patients qui ont des dacryocystites, donc des infections, entre guillemets, des voies lacrymales un peu chroniques. Parfois, on a recours chez des patients qui sont très fragiles à de multiples anesthésies qui permettent donc de réaliser la chirurgie réveillée avec, bien évidemment, une sédation complémentaire. Donc là-dessus, on va bloquer les nerfs que nous avons décrits. Et en plus, on va s'intéresser aux nerfs nasal interne et nasal externe, qui vont donc être, eux, à l'angle interne de l'œil, juste à côté du nez. On va simplement faire une barrette ou injecter à 1 cm sous la peau quelques minutes d'anesthésique locale. On va également bloquer le nerf supratrochléaire, qui lui va permettre d'anesthésier tous les mi-fronts supérieurs également, parallèlement au nerf supraorbitaire. Et quand on fait ce type de chirurgie, il faut bien évidemment mécher le nez, car le septum nasal est lui énervé par d'autres branches, notamment celle du 5-2, et on met donc une mèche à la xylocaïne naphazolinée. On va continuer sur notre petite route des petits blocs de la face. Donc les nerfs zygomatiques, c'est un nerf qui est donc une branche du 5-2 comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Il peut être bloqué de deux façons, puisqu'en fait il y a deux branches, une branche superficielle et une branche plus profonde. La branche superficielle est en regard du fascien temporal, elle est très facile à bloquer. Et la branche profonde, il faut aller en contact avec l'os temporal. Attention à l'artère qui est juste à côté, c'est l'artère temporale profonde. Et on aura une anesthésie des téguments qui intéressent l'arcade zygomatique jusque le scalp. Ensuite, nous avons le nerf auriculotemporal qui lui va permettre d'anesthésier vraiment en avant du tragus la partie antérieure de l'oreille. Le nerf est juste à côté de l'artère temporale superficielle. On peut aller le repérer très facilement sous échographie parce qu'il est superficiel et on peut également le bloquer. Donc, je reviens un petit peu sur l'innervation de l'oreille, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a plusieurs nerfs qui vont innerver l'oreille. On a le nerf petit occipital, le nerf grand occipital, le grand auriculaire, l'auriculotemporal. On a aussi des branches du nerf facial, mais c'est inconstant. Et on a aussi des branches du nerf vague. Il existe des applications cliniques à la stimulation de l'oreille qui s'appellent l'auriculothérapie. Aujourd'hui, l'auriculothérapie, elle permet de soulager des patients qui ont des douleurs diverses et variées. Et elle permet aussi, chez des gens qui ont des endométrioses, des troubles fonctionnels intestinaux, d'avoir des effets, voire même, quelquefois, on parle même d'effets anti-inflammatoires. Ça se retrouve aussi chez les gens qui font de la douleur et qui utilisent la neurostimulation transcutanée. Il existe aujourd'hui des électrodes auriculaires qu'on met dans l'oreille et qui vont donc permettre d'avoir une stimulation complète des nerfs de l'oreille et qui permettent de soulager les patients pour des douleurs. C'est un autre sujet. On a parlé de choses superficielles, de blocs de la face et des branches terminales du nerf trijumeau, et on ne s'est pas encore intéressé au plexus cervical. Il existe d'autres blocs qui sont plus profonds, donc avec un apprentissage un peu différent, et qui permettent vraiment de rendre de gros services aux patients. Là, je vais vous parler du bloc du nerf maxillaire par voie suprazygomatique, que j'avais eu l'occasion de pratiquer quand je faisais de la pédiatrie. Alors le nerf maxillaire, il est collatéral de son artère maxillaire dans la fosse sphénoïdale. Donc on voit ici une photo d'un enfant. On va donc réaliser une injection suprazygomatique. Donc l'idée, c'est d'aller mettre la sonde en dehors, juste en dessous de l'arcade zygomatique, et de ponctionner au-dessus du zygoma en direction de la fosse sphénoïdale. Je vais vous expliquer.
Donc le nerf maxillaire, il émerge au niveau du foramen rond. La chirurgie pour laquelle il y a des indications, et c'est effectivement nos amis de Montpellier qui l'ont décrit, c'est la fente palatine. On peut également le faire dans les ostéotomies de maxillaire supérieur. On va injecter l'anesthésie locale dans la partie moyenne de la fosse ptérygopalatine, à distance du foramen bien évidemment, en essayant de repérer les vaisseaux. On fait un abord suprazygomatique qui semble plus safe qu'un abord infrazygomatique qui, lui, nous expose directement à une profondeur qui fait qu'on peut directement aller dans le foramen et ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Chez l'adulte, on va mettre des volumes qui sont entre 4 et 5 millilitres. Et chez l'enfant, on fera attention parce que ce sont souvent des blocs bilatéraux. Donc on fera attention à la concentration et on mettra également de faibles volumes. Ce nerf maxillaire, il innerve de nombreuses choses. Donc il va donner, si on fait un bloc à cet endroit-là, on va bloquer le nerf infraorbitaire, le nerf zygomatique, les nerfs alvéolaires supérieurs et postérieurs. On va endormir les sinus et les dents supérieures et on va endormir la fosse ptérygopalatine. Donc ça, c'est effectivement une publication qui avait été réalisée sur la probabilité de voir le nerf et sa situation. Donc on voit également une technique de ponction dans le cadran inférieur droit. Le nerf, on ne le visualise pas forcément. Il n'est pas très gros, donc il n'est pas forcément bien visualisable. Par contre, l'artère, on la voit. L'idée, c'est vraiment d'injecter à distance du foramen et de voir l'injection de produit. Comme on va piquer avec une sonde qui sera dans un plan un peu différent de l'aiguille, on aura parfois du mal à visualiser l'aiguille, mais on verra l'injection. Donc on peut éventuellement injecter en faisant de l'hydrolocalisation. C'est un bloc qui n'est pas très difficile à faire. En plus, chez l'enfant, les profondeurs des espaces sont quand même très petites. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux encourager à faire si vous voulez vous lancer dans ce type de technique. Mais attention à ne pas l'injecter trop profond. Ensuite, on a le bloc du nerf mandibulaire qui fait partie également des blocs profonds de la face, plus difficile de réalisation. Des images échographiques étaient encore un peu inexistantes il y a quelques années. Donc ça peut éventuellement être intéressant pour lever un trismus aux urgences sur une cellule dentaire qu'on n'a pas envie d'intuber au fibro. Bon. C'est pour la chirurgie de la mandibule, qui va permettre également d'anesthésier l'arcade dentaire inférieure, le menton, la lèvre inférieure. Donc l'idée avant, c'était d'aller injecter sous neurostimulation entre l'apophyse ptérygoïde et la fossette sigmoïdienne l'aiguille, de la réorienter vers l'arrière et de chercher au neurostimulateur la réponse. Il y a une description sous échographie où on voit parfois le nerf, parfois pas, et on voit l'artère. L'idée, c'est d'aller injecter pas très loin de l'artère quelques millimètres d'anesthésie locale et d'avoir une efficacité. Enfin, je vais vous décrire quelques branches du plexus cervical qui vont donc permettre d'avoir une innervation au niveau du scalp. Donc, on reprend la diapo de tout à l'heure où nous avions le nerf grand-auriculaire, le grand occipital, le petit occipital, qui sont issus des racines du plexus cervical C2 et C3. Donc le nerf petit occipital et le grand auriculaire. Très facile à faire. On va mettre la sonde quelques centimètres en dessous de l'oreille. Et l'idée, c'est d'aller injecter de l'anesthésie locale sur la face superficielle du sternocléidomastoïdien. Donc on voit à gauche le nerf petit occipital et à droite le nerf grand auriculaire. Ces deux nerfs vont donc innerver la partie latérale du scalp, inférieure et latérale du scalp. Pardon. Le nerf grand occipital, c'est ce qu'on appelle aussi le nerf d'Arnold. Il a des applications également en douleur chronique. Les patients qui viennent pour des céphalées qui sont parfois étiquetés névralgie d'Arnold, on est souvent amené à réaliser des blocs tests pour éliminer justement cette névralgie, puisque si le patient n'est pas soulagé, c'est qu'il faut chercher autre chose. On peut l'utiliser en neurochirurgie, aussi en douleur interventionnelle. L'idée, c'est d'aller infiltrer en profondeur du muscle trapèze à côté de l'artère occipitale. Et on trouvera le nerf occipital et aussi un autre petit nerf qu'on appelle le troisième nerf occipital, entre les muscles du élévateur de la tête. Et donc, parfois, on peut faire des infiltrations, voire même on peut aller faire des neuromodulations, des radiofréquences de ce type de nerf. Donc, pour un bloc complet du scalp, c'est d'ailleurs pour ça que je reprends un petit peu en écho la diapositive que j'avais fait initialement. Il faut faire quand même un bloc de pas mal de nerfs. On a le supratrochléaire, le supraorbitaire, l'auriculotemporal, le petit occipital, le grand occipital. Ce qui donne quand même des ponctions assez multiples. Et enfin, pour terminer, une petite diapositive sur le bloc du ganglion sphénopalatin.
qui est apparu, lui, quand on a voulu traiter les brèches diurmériennes pour les gens qui font beaucoup d'obstétrique. L'idée, c'est d'aller anesthésier la fosse sphénopalatine avec une injection d'anesthésique locale et donc de lidocaïne via des cotons-tiges ou des petits canaux qui permettent d'injecter de l'anesthésique locale dans le fond de la fosse. Et donc, on va mettre les cotons-tiges pendant 10 minutes au fond de la fosse sphénopalatine. Ça fait à peu près le même effet, je pense, qu'un test Covid que vous avez déjà tous dû avoir plusieurs fois. Et c'est pas très agréable. L'effet, c'est de la physiopathologie, ce sera plutôt un effet sur la branche méningée récurrente qui va inhiber la vasodilatation liée à des vaisseaux méningés par un blocage parasympathique. Et l'idée, c'est d'aller diminuer les céphalées, et notamment les céphalées post-brèche. Il paraît qu'à 24 heures, on a la même efficacité qu'un blood patch si la brèche a été faite dans les 24 heures. Et pour terminer, quelques petits messages. Donc, les blocs de la face, ce sont des blocs extrêmement variés, qui ont quand même une utilité, je pense. L'échographie nous a rendu, une fois de plus, de grands services. L'apprentissage est facile pour les blocs superficiels. Il faut quand même un apprentissage guidé pour les blocs profonds. Il faut bien évidemment utiliser de faibles volumes. On n'utilise pas d'adrénaline. On peut utiliser des anesthésiques locaux de courte ou de longue durée d'action. Ce n'est pas trop le sujet du topo. Mais bon, j'aurais plutôt tendance à utiliser des anesthésiques locaux de longue durée d'action faiblement concentrés, type de la ropivacaïne 2 ou de la lévobupi 2,5. Et en algologie, on peut bien évidemment utiliser des corticoïdes, mais ça ne rentre pas dans notre cadre. Voilà, je vous remercie.